30 mai 1997, Norvège-Brésil. Le Brésil est invaincu depuis 42 mois. 42 mois d'invincibilité. La dernière défaite de l'équipe senior remonte à novembre 1993 contre l'Allemagne, 2-1. Le Brésil n'avait pas encaissé 4 buts dans un match depuis juin 1989 contre le Danemark, 4-0. A priori, le Brésil devrait s'imposer face à des Norvégiens qui certes ont raté l'Euro 96, mais qui comptent désormais dans leur rang deux promesses, Ole Gunnar Solskjaer et Thor André Flo. Ce dernier, qu'on surnomme Flonaldo comme une référence à l'attaquant brésilien, est d'ailleurs sur la pelouse. Côté brésilien, l'équipe qui débute le match contient une innovation. Sa charnière centrale sera composée de Célio Silva et Márcio Santos, deux joueurs évoluant au Brésil à ce moment-là. Zagallo tente des choses parce que cette opposition est aussi un match de préparation, puisque le Brésil enchaîne avec le tournoi de France puis la Copa América. Mais les jambes sont lourdes, le voyage a été long jusqu'à Oslo, et sur le terrain ça va se voir. Une quantité de choix alambiqués, alors qu'il pouvait faire beaucoup plus simple, des sautes de concentration et peu d'énergie. La Norvège va en profiter. L'organisation de la ligne de 4 est une catastrophe sur ce but de Rudy. La Norvège a bien exploité les erreurs du Brésil, et ce sera pareil sur le deuxième but. Quand tu vois une défense qui joue le hors-jeu et tout le monde qui s'arrête, c'est le signe que ta défense est fatiguée ou n'est pas en forme. C'est vrai à tous les niveaux ça. 2-0 but de Flo. Djalminha réduit le score, mais nouvelle erreur cette fois individuelle de Márcio Santos qui rate son contrôle et qui est repris par Haaland, le père, et Flo valide son doublé. 3-1 à la mi-temps. Le Brésil va reprendre la possession en deuxième mi-temps, sans vraiment se montrer dangereux puisque Ronaldo et Romario sont isolés. Sur un rush en solitaire, c'est d'ailleurs ce dernier qui réduit le score à la 68e minute. Mais 10 minutes plus tard, Ostenstad termine cette action où encore une fois les Brésiliens sont largués après un premier long ballon. Il est même pas gêné pour tirer Ostenstad. Célio Silva et Márcio Santos ont été catastrophiques sur ce match. Un Brésil sans réaction, sans création, sans idée. Ronaldo quitte le stade sans un mot. Et ce qui est encore plus curieux de tout ça, c'est le coaching de Zagallo. Son équipe était en grande difficulté et il a fait aucun changement, ni tactique ni de joueurs. Les 11 joueurs seront les mêmes pendant les 90 minutes. Zagallo a pu se sentir oppressé par la presse, et c'est vrai qu'il l'a été, mais sur ce match, il est coupable. Il va d'ailleurs se faire dézinguer. Et c'est dans ce contexte qu'est arrivé un mois et demi plus tard le fameux « Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir ». Cette déclaration était un message indirect aux journalistes pour les critiques dont l'équipe et lui ont fait l'objet pendant la préparation de la Copa América. Zagallo a déclaré par la suite qu'il y avait une très grosse vague pour mettre Luxembourgo à sa place. Et qu'il ne pouvait rien dire. Il a seulement travaillé, attendu les résultats, et il dit lui-même « Le titre est arrivé, et j'ai explosé ». Il faut se remettre dans le contexte. Les critiques à l'encontre de Zagallo s'étaient multipliées, notamment à cause de cette défaite 4-2 contre la Norvège, et de la participation plutôt discrète du Brésil au tournoi de France remporté par l'Angleterre. Et c'est dans ce contexte que Zagallo s'est emporté. Pour en revenir à ce match contre la Norvège, il y a eu des enseignements côté brésilien et côté norvégien. Côté brésilien, Zagallo a été clair, mais ne s'est pas montré alarmant. Nous avons commis beaucoup d'erreurs, individuelles et collectives. L'équipe est à 1 an de la Coupe du Monde, et nous avons le temps de rectifier le tir. Zagallo a admis que la Norvège méritait de gagner, sans cacher son mécontentement à l'égard de certains joueurs, et en prévoyant des changements pour le match d'ouverture en France 4 jours plus tard. Oui, je dois faire des changements, je ne veux pas en parler maintenant. On sait avec le recul quels ont été ces changements lors du match suivant. Il y en a eu 2 dans l'équipe de départ qui est entrée sur le terrain contre la France à Lyon. Márcio Santos et Djalminha ont été remplacés par Aldair et Giovani. Si Márcio Santos fut forfait sur blessure au Mondial 98, on peut se demander si cette rencontre n'a pas joué contre Djalminha. Côté Norvège, cette victoire a donné une grosse dose de confiance à ses joueurs et surtout à son coach. Mis à part le premier but, tous les autres partent d'un long ballon. C'est précisément le jeu que prône son coach. L'un des premiers à utiliser la data, et il revendique sa stratégie même si ça peut ne pas plaire à certains de ses joueurs. Le fait est qu'il remporte des matchs et ça suffit à légitimer sa méthode. La Norvège a battu le Grand Brésil favori pour le mondial et ça leur permet de se décomplexer.
D'ailleurs, fait intéressant, en 2024, la Norvège est la seule équipe au monde à n'avoir jamais été battue par le Brésil dans toute son histoire. Pas une seule fois. Alors quand ils s'affrontent lors du 3e match de la Coupe du Monde 98, tout le groupe est serein. Personne ne panique et personne ne met le Brésil sur un piédestal, malgré le fait qu'ils ont battu le Maroc 3-0 dans un match solide et accompli de leur part. Après le match contre le Maroc, l'ambiance est au beau fixe. Zagallo a félicité Henri Michel en disant que le Maroc est une grande équipe qui essaie de jouer au football. Le sélectionneur marocain Henri Michel a déclaré aujourd'hui que le but du Brésil 9 minutes après le début du match avait déséquilibré son équipe. Le fait qu'ils aient marqué le premier but si tôt a été un désastre. Ensuite, le Brésil, grâce à la grande technique de ses joueurs, a monopolisé le ballon et il était impossible de le contrôler. Henri Michel garde l'espoir de se qualifier pour les 8e de finale. Mathématiquement, nous avons encore une chance de nous qualifier pour le tour suivant, mais malheureusement, nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Nous devons espérer que le Brésil batte la Norvège et que nous battions l'Écosse. Sur le papier, c'était effectivement un scénario probable. Zagallo a souligné la performance de Rivaldo, dont il a dit qu'il a fait un grand match au niveau d'un grand crack qu'il est. Au rayon des choses moins bien, il a reproché à l'arbitre d'avoir laissé faire les Marocains, citant en exemple la fameuse séquence de Shiba qui met sa semelle sur Ronaldo. L'arbitre a laissé le match se dérouler, j'espère que ça ne se reproduira pas. Que Ronaldo se fasse découper? Non, pas dans le foot des années 90. Et évidemment que ça se reproduira pas. Autre illusion, la bonne entente entre les Brésiliens. Si certains s'entendent bien entre eux, il y a des accrochages, des rivalités, des inimitiés, des injustices. D'ailleurs, il va y avoir des problèmes qui vont arriver. Il y aura plus tard un problème avec Edmundo, il y aura un problème avec Rivaldo qui voudra quitter le groupe, il y aura une grosse crise dont on va reparler après le match contre la Norvège, et contre le Maroc, on a tous vu l'embrouille publique entre Bebeto et Dunga. Un incident vite refermé pour éviter que la polémique continue d'enfler, car ça a fait beaucoup parler au Brésil. Dunga s'est défendu. Ce sont des choses qui arrivent sur un terrain, ce sont des disputes normales. Zagallo est intervenu pour prendre la défense de son protégé Bebeto et a fait des reproches à son capitaine. Dunga a du caractère, mais il doit comprendre que les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Il doit être plus calme. Message reçu 5 sur 5 par Dunga, qui troquera ses remontrances musclées contre un silence zidanien lors du match contre la Norvège. Beaucoup d'actes, peu de paroles pour ne vexer personne. Mais ça n'a pas duré cette affaire, on en reparlera plus tard. Du côté de Ronaldo, qui a marqué sur une passe de Rivaldo, on déclare « Rivaldo et moi formons un duo parfait. C'est dommage que nous n'ayons jamais pu jouer ensemble en club. Mais maintenant, nous avons l'opportunité de faire quelque chose de grand, gagner le tournoi. Je ne sais pas qui d'autre atteindra la finale de la Coupe du Monde, mais le Brésil sera là, c'est sûr. » Et que pense Rivaldo, lui qui voudra quitter le groupe pendant la compétition? Je pense que ce qu'on a vu mardi dernier contre le Maroc est très proche de ce qu'on verra tout au long de cette Coupe du Monde. Nous nous sommes amusés sur le terrain. Ronaldo devait marquer et il l'a fait. Après, il a joué avec beaucoup plus de joie. Je me sens bien, je sais que Zagallo me fait confiance, que je fais du bon travail sur le terrain. Tout ça c'est super beau, on est tous potes, mais dans quelques jours tout ça va voler en éclats. Pour l'heure, Zagallo doit préparer ce match contre la Norvège, mais il y a 2-3 choses à gérer. Une déclaration donne un indice sur sa future compo. Nous avons essayé de faire de notre mieux, mais nous pouvons encore mieux jouer. Et pour ça, les joueurs doivent jouer plus de minutes ensemble. De cette base, on part donc sur la même compo. Sauf que César Sampaio sera suspendu et la défense centrale est sous le coup d'une suspension en cas de futur carton. Donc, il va y avoir du mouvement. Et puis, il y a tous les appels à la titularisation de Denilson. Zagallo a répondu que tout aura son moment pour botter en touche. Mais ce joueur était scruté par la planète entière. C'était le plus gros transfert du monde depuis quelques mois, et on n'avait pas accès au match du championnat brésilien à l'époque. On ne voyait donc Denilson qu'en sélection. Alors tout le monde poussait pour le voir. Bien sûr, si vous avez moins de 30 ans, il est possible que vous ne sachiez pas qui était Denilson. Et le fait que vous n'avez pas entendu parler de lui, contrairement aux Figo, Zidane, Ronaldinho, que vous n'avez pas vu jouer à leur époque, mais dont vous avez tout de même entendu parler, indique que Denilson n'a pas fait une grande carrière. Bien vu. Mais à cette époque, c'est le joueur qui monte. Même si nous en Europe, on le voit peu, on lit par contre dans tous les magazines que c'est un monstre, qui sait tout faire. Et c'est vrai que quand il débute, c'est un monstre. Il élimine avec une facilité déconcertante. Crochet court, long, petit pont, passement de jambes. Chop, moi j'appelle ça cross. Et en plus, il crée des vraies situations. Il fait des passes décisives, des centres, il marque des buts. Il a un pied gauche
magique. Du coup, tout le monde cherche à voir le fameux prodige dont tout le monde parle dans les magazines. Je rappelle qu'on est en 1998, et les seules images qu'on a vues de lui, c'est son passage au tournoi de France. En plus, l'engouement monte, parce qu'il va rejoindre le Betis après le mondial, et on veut un avant-goût. Ce match contre la Norvège, c'était son moment, parce que Zagallo avait décidé de le titulariser. Mais d'ailleurs, que pense Zagallo de Denilson? Denilson est un joueur qui me rend fou, a admis Zagallo. Je dois bien évaluer quand je peux compter sur lui et quand je ne peux pas. Solich m'a fait changer ma façon de jouer parce que j'ai eu la tête pour l'accepter. Alors l'histoire raconte qu'au départ, Zagallo était un dribbleur fou comme Denilson, sauf que l'entraîneur paraguayen de Flamengo, Fletas Solich, ne le voyait pas de cet œil, et il sifflait coup franc contre Zagallo à chaque fois qu'il tentait un dribble à l'entraînement. Il voulait que Zagallo joue pour l'équipe. Et à partir de là, son jeu s'est simplifié, et il a moins tapé dans l'œil qu'un Pelé, mais par contre, il est devenu indispensable à ses équipes. Je referme la parenthèse, et Zagallo ajoute « Je ne peux pas faire la même chose avec Denilson ». C'est intéressant parce qu'il sous-entend que Denilson n'a pas l'ouverture d'esprit nécessaire pour faire évoluer son jeu. Et quand on connaît la suite de sa carrière, on peut dire qu'il l'avait plutôt bien cerné. Il faut dire qu'à l'époque, Denilson ne vivait que pour le dribble. Quand un joueur l'a une fois menacé de lui casser les jambes s'il n'arrêtait pas avec ses dribbles fantaisistes, il lui a répondu « Ce sera pas une fois que je vais te dribbler, je vais te dribbler 6 fois ». C'était son état d'esprit et il n'a pas rencontré les bonnes personnes pour l'aider à affiner son jeu et à rendre ses dribbles utiles à l'équipe. Denilson débute dans l'équipe de jeunes de Euroverde, la ville où il a grandi, mais il a un petit problème, c'est qu'il bégaye. Quand vous bégayez étant petit, les autres vous le feront remarquer sans gêne. Mais c'est surtout son jeu qui va le démarquer des autres, car son habileté avec le ballon est très au-dessus de la moyenne. Après un passage à São Bernardo, le voilà recruté par São Paulo, où il deviendra pro dès 1994. Très vite, il va s'installer comme titulaire dans l'équipe, avec un profil identifié et clair. C'est un perforateur de défense, un gros dribbleur, un créateur, même s'il crée avant tout pour lui, qui a peu de contributions décisives. En somme, c'est un diamant brut. Il fait donc l'objet de toutes les convoitises des clubs européens. Le Barça est sur le point d'enrôler le prodige, quand venu de nulle part, une offre mirobolante du Betis arrive sur la table. 2 choix s'offrent alors à Denilson. Forcer son destin en allant au Barça, qui est reconnu pour son travail en formation et post-formation, afin de franchir un cap, et devenir le maillon d'une chaîne reconnue qui compte des grands joueurs qui pourront l'aider à grandir. Ou alors, accepter le transfert au Betis que personne ne connaît, mais qui serait une sorte de remerciement à son club formateur, parce que l'argent de son transfert est important pour le club. C'est cette dernière option qu'il choisit. Il ne le sait pas encore, mais c'est à partir de ce choix que la trajectoire de sa carrière s'infléchit. Afin de le laisser préparer la Coupe du Monde, il est convenu que le prodige ne rejoindra Séville qu'après le mondial. Oui, parce qu'entre-temps, il a intégré les Seleção et s'est même fait une place dans le groupe grâce à ses prestations marquantes à la Copa América. En finale, il va décorer son but de la première mi-temps de 2 passes décisives en seconde mi-temps. En plus de ses prestations à la Coupe des Confédérations, ça faisait beaucoup d'éléments qui plaidaient en sa faveur pour le voir intégrer le 11, comme le souhaitaient la presse et les fans. Lui se voulait plus rationnel en estimant qu'il était jeune et qu'être là était déjà une victoire. Il se tenait prêt si Zagallo faisait appel à lui. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille la vidéo, il s'appelle Denilson, le portrait de Denilson par la chaîne FC Copain. Ronaldo a dormi jusqu'à 14 h. Il est le seul joueur de la Seleção à ne pas avoir quitté le château de Grande Romaine parce qu'il avait 2 rendez-vous prévus, avec le physiothérapeute et avec un de ses sponsors. Vous savez que parfois il y a un décalage entre ce qu'une équipe nous communique et ce qu'il en est réellement. Pour éviter les polémiques, pour protéger les joueurs, etc. Sur le coup, on ne pouvait pas comprendre l'information qui est sortie ce jour-là, mais avec le recul, on sait désormais ce qu'il en est. L'information qui sort ce jour-là, c'est que l'attaquant brésilien a suivi un traitement de physiothérapie au centre médical, à cause du coup reçu par Chiba. Ronaldo a montré la cicatrice, longue d'environ 25 cm, et il a regretté que l'arbitre n'a pas arrêté le jeu pour exclure le joueur. Il a ajouté que les règles étaient incohérentes, et parfois tu avais des cartons rouges, parfois t'avais rien du tout, ce que je disais d'ailleurs dans le dernier épisode. Et l'idiot Toledo ajoute « Ronaldo doit appliquer de la glace après chaque travail physique, parce qu'il a une gêne au niveau du tendon rotulien de son genou droit. » Sur le coup, on ne mesure pas ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, on sait ce qu'il est advenu de cette douleur.
Le 21 juin, on a un 11 contre 11. Le match va se terminer 2-0 pour les titulaires, mais Edmundo a touché 2 fois la barre pour les remplaçants, et Giovanni, également remplaçant, a failli marquer s'il n'y avait pas eu un sauvetage in extremis de Gonçalves, qui a été confirmé dans le 11 de départ à la place d'Aldaïr. Le sélectionneur n'a pas voulu prendre de risque avec le défenseur central de la Roma qui a un carton jaune. Junior Baiano est dans la même situation, mais il est plus grand, et c'est idéal pour marquer Flo. Le premier but du match d'entraînement a été marqué par Bebeto, qui reste dans l'équipe de départ contre la Norvège. Le deuxième but a été marqué par Ronaldo. 3 minutes plus tôt, l'attaquant de l'Inter avait raté un but face au gardien. Et les journalistes présents ce jour-là ont relancé Toledo à propos de Ronaldo qu'ils ont trouvé moins dans son état normal que d'habitude. Alors ils ont reposé des questions, notamment sur son genou et la possibilité qu'il y ait une opération. Voici la réponse de Toledo. Je ne suis pas un sorcier pour savoir les choses dans le futur, mais Ronaldo n'a certainement pas besoin de se faire opérer pour le problème qu'il a au genou. Ce qu'on remarque en voyant la planification des Brésiliens, c'est que c'est pas mal de travail individuel et de mise en place tactique. Le changement de 11 de départ oblige Zagallo à bosser sur ce qu'il attend des joueurs, de toute façon. Et ces modifications, notamment l'inclusion de Denilson, inquiètent Rivaldo qui a peur de finir comme Giovanni, c'est-à-dire condamné à des tâches défensives, et que ça tue son jeu. Mais Zagallo donne des instructions à ses joueurs et assure à Rivaldo qu'il aura le même rôle, à la différence près qu'il devra décrocher pour demander les ballons. L'entraîneur m'a dit que je n'avais pas besoin de modifier mon positionnement, et que même si nous avons beaucoup de joueurs à gauche, je n'avais pas besoin de changer ma façon de jouer. Quand je vois le résultat final, il aurait mieux fait. En face, Egil Olsen, le sélectionneur norvégien qu'on interroge sur ce match face au Brésil, multiplie les déclarations provocantes. Le Brésil est déjà en tête du groupe et n'a pas d'enjeu, ça peut nous aider. Ou alors, bien que le Brésil soit l'un des favoris, il n'impressionne pas autant que certains le disent. Ces déclarations sont bien arrivées jusqu'aux oreilles brésiliennes. Ronaldo a choisi de ne pas les commenter dans son message destiné à ses fans sur son site internet. Oui, parce que avant, les joueurs avaient un site internet et communiquaient avec leurs fans grâce à ça. C'était avant les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, dans ce message, il dit que le joueur qu'il a le plus surpris, le plus impressionné, entre guillemets, c'était Thierry Henry. Il a fini par dire que son genou va bien et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous voilà donc avant le match. Ce sera un 4-2-3-1 avec Tafarel dans les buts, Roberto Carlos et Cafu, bon ça c'est du classique, Junior Baiano et Gonçalves, Leonardo et Dunga en milieu défensif. Leonardo c'est un joueur polyvalent, ok, mais milieu défensif, bon ok. Et 3 milieux offensifs, Denilson, Rivaldo et Bebeto. Et Ronaldo tout seul devant. Déjà sur le papier, je comprends pas le projet. Et sur le terrain, ce sera encore pire que ce que cette compo laisse imaginer. La défense fait son travail, mais le problème c'est le milieu et l'attaque. Déjà le rôle de Bebeto est ambigu. Il joue un rôle où il n'est pas vraiment ailier, mais pas vraiment devant dans l'axe. Il est au milieu avec Rivaldo, il décroche pour demander des ballons, mais il est plutôt axial. Ronaldo est tout seul devant dans l'axe, et quand il décroche pas, il y a toujours un Norvégien proche de lui pour le marquer en zone. Ça c'est pour l'aspect tactique, mais on reviendra un peu sur son match, parce que je pense que c'est un tournant dans son tournoi et peut-être même dans sa carrière. Ensuite, il y a Rivaldo qui est dans l'axe, légèrement vers la gauche, mais dans l'axe. Denilson qui est sur la gauche, alors de temps en temps très écarté, sinon un peu plus axial. Vous allez me dire, mais attends, c'est quoi tous ces joueurs dans l'axe? Bah je sais pas, moi aussi j'ai pas compris l'idée. Mais c'est pas fini. Derrière eux, t'as Leonardo qui fait que d'envoyer des longs ballons, il saute les lignes et il perd beaucoup de ballons. Là où César Sampaio, qui est suspendu, joue plus court, propose beaucoup de solutions au milieu de terrain. Leonardo, déjà, il est pas à l'aise techniquement, parce que dès qu'on lui fait la passe, il cherche systématiquement à se mettre sur son pied gauche. Et tu vois à ses choix que c'est pas son poste de jouer si bas. Donc, t'as lui qui saute les lignes, t'as plein de joueurs axiaux qui vont faire que d'essayer de passer dans l'axe, sans jamais y parvenir, parce qu'ils vont systématiquement se casser la figure sur la défense norvégienne. Et t'as Dunga, qui d'habitude aurait mis des soufflantes à tout le monde pour faire autre chose, varier le jeu, jouer plus collectif, etc. Il dit pas un mot. Rien. Un replacement n'est pas fait, il dit rien. Un choix évident n'est pas fait, il dit rien. En fait, tout le monde lui est tombé dessus après la polémique avec Bebeto, le coach l'avait publiquement tensé pour qu'il agisse autrement, et la presse brésilienne l'avait pointé du doigt. Du coup, il fait profil bas. Résultat, pas une occasion pour le Brésil, beaucoup de déchets, aucune combinaison en attaque. En gros, on part de derrière jusque dans la zone de déséquilibre et on perd le ballon juste avant la surface. Pourquoi? Parce que les Norvégiens ont bétonné l'axe. Ils jouent avec 3 joueurs dans l'axe et non des moindres.
Kjetil Rekdal, l'un des plus expérimentés, qui a joué en France d'ailleurs, mais qui à l'époque jouait en Bundesliga. Roar Strand, dont on a parlé lors du match amical l'année précédente, qui avait marqué et fait un gros travail, et Øyvind Leonardsen, le milieu de Liverpool, techniquement l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Mais tous se battent pour le collectif. Ils font de gros efforts défensifs et récupèrent ballon sur ballon. Par contre, ce qui m'a choqué en voyant le match, c'est la tactique norvégienne. Au début de cet épisode, on a vu la Norvège d'il y a 1 an et sa stratégie reposant sur les longs ballons. Son jeu est exactement le même pendant cette Coupe du Monde. Pas de circuit passe, les milieux ne sont pas sollicités dans les pieds. En gros, ils savent qu'à défendre et être présents sur les deuxièmes ballons. Ce qui veut dire courir en défense et courir soutenir le joueur qui va dévier de la tête. Ça me paraît très difficile de faire un jeu comme ça de nos jours. Les joueurs n'adhéreraient pas à ce football. Donc ça choque, ça pique les yeux. Mais leur entraîneur jugeait utile de faire cette stratégie pour gagner des matchs. Contrairement au match amical en Norvège, Zagallo a prévu le coup en alignant 2 défenseurs centraux qui étaient plutôt grands. Mais Olsen est un petit malin. Il a décidé de faire envoyer ses longs ballons sur les côtés où se trouvent Roberto Carlos et Cafu, des joueurs qui sont pas très grands en taille. En première mi-temps, les Norvégiens ont beaucoup cherché Flo en contre-attaque, sur des longs ballons, je pense que tout le monde a compris maintenant, et quand ils attaquaient face au bloc brésilien, ils envoyaient des longs ballons sur les côtés. Pourquoi est-ce qu'ils jouaient comme ça, uniquement en long ballon ? Parce que Egil Olsen a la conviction que pour se créer le plus d'occasions possible, il faut jouer le plus direct possible. Et donc c'était ça son projet, gagner tous les premiers ballons pour se créer des occasions sur les seconds ballons. Lui, il veut de l'efficacité, et sa mentalité c'est d'aller droit au but. Ne lui parle pas de jeu de passe ou de possession, lui, il veut gagner des duels et arriver dans la surface de réparation où se marquent les buts. Et pour être honnête, quand on arrive à la 77e minute, et que je fais le bilan du match, c'est la Norvège qui s'est montrée la plus dangereuse. Pas le Brésil qui continue de foncer dans le mur axial et dont le sélectionneur ne fait aucun ajustement. Mais 1 minute plus tard, Denilson, dont on attendait qu'il fasse la différence, et qui s'était montré plutôt timoré jusque-là, réussit à passer sur le côté gauche, centre parfaitement sur Bebeto qui conclut de la tête. Délivrance des Brésiliens qui exultent. Dunga se permet de trash-talker le sélectionneur norvégien. Le Brésil mène sans avoir montré un visage séduisant et va se faciliter la vie. J'adore sur cette action comment Denilson s'amène la balle en utilisant son pied comme un râteau pour s'emmener la balle. La Norvège doit gagner pour passer au second tour. Ils vont donc devoir se découvrir, ce qui devrait faciliter la vie des attaquants. Contrairement à Zagallo, Olsen lui opère un changement immédiat. Entrée de Justin Flo, 1m92, à la place de Risset, 1m89. Et la Norvège va continuellement l'alimenter pour gagner des duels de la tête. 2 minutes seulement après l'ouverture du score de Bebeto, Thor André Flo est lancé en profondeur pour changer. Crochet de Baiano avant de fusiller Tafarel à bout portant. La Norvège a à peine eu le temps de douter qu'ils sont déjà à égalité. Et il leur reste 10 minutes pour marquer un deuxième but et rallier les 8e de finale. Mais seulement 5 minutes plus tard, arrive l'action qui aura fait le plus parler pendant ce premier tour de Coupe du Monde, tout groupe confondu. Pourtant, à regarder avec nos yeux d'aujourd'hui, elle aurait pas tant fait parler que ça. On attaque sur les ailes côté norvégien, comme d'habitude, et sur un énième centre, Thor André Flo s'écroule. L'arbitre n'hésite pas. Penalty. Les Brésiliens contestent. Les images semblent montrer que Flo s'est laissé tomber tout seul, ce qui accrédite l'idée d'une erreur arbitrale. Pourtant, non seulement l'arbitre est sûr de lui, mais il indique en plus à tout le stade la faute qu'il a vue de ses yeux. Personne n'y croit. Pour beaucoup, l'arbitre irano-américain, Esfandiar Barmast, a été piégé par l'attaquant de Chelsea. C'est allé très vite et aucune image ne corrobore sa décision. Rekdal se retrouve face à Tafarel, l'un des meilleurs du monde dans cet exercice à l'époque. Et il transforme son penalty. 2-1 pour la Norvège. L'information arrive très vite à Saint-Étienne où se joue l'autre match du groupe entre l'Écosse et le Maroc. Ces derniers s'imposent pour rien puisque le Brésil ne reviendra pas et crieront à l'injustice tout comme les coéquipiers de Cafu face à cette erreur d'arbitrage. Mais quelques jours après la polémique, qui relance le débat sur la mise en place de la vidéo dans le football, une image surprenante arrive de Suède où on découvre l'action litigieuse de Thor André Flo dans un autre angle. Et sur cette image, on voit très clairement que Junior Baiano a tiré le maillot de Flo avant son extension, l'empêchant de jouer le ballon, et quand on voit le maillot et la force qu'il a mis pour l'empêcher de sauter, le penalty est largement justifié, ce qui clôturera ce débat.
Et je me rappelle que les anti-vidéos disaient « Bah vous voyez, l'arbitre l'a vu de ses yeux, et d'ailleurs il l'a indiqué, alors que vos caméras elles ont rien vu du tout. Donc avec votre vidéo, il y aurait eu erreur d'arbitrage. On n'a pas besoin de ça, les arbitres font bien leur travail. » Bon, c'est faux, on le sait aujourd'hui, puisqu'avec le système VAR, le système actuel, il y a énormément de caméras partout, donc elle aurait été vue par une caméra similaire à celle des Suédois. Tout ça m'amène à dire que la victoire des Norvégiens est légitime et qu'ils ont battu les Brésiliens à la régulière. Et là, côté brésilien, c'est la soupe à la grimace et la crise commence. Dès les premières déclarations d'après-match, les balles fusent. Comme souvent, le premier à qui on tend le micro, c'est Ronaldo. Pour être honnête les gars, sur ce match, Ronaldo, je l'ai senti lourd. Moins mobile que contre le Maroc, plus statique. Et sur le coup, j'ai pas compris pourquoi. Mais la réponse va arriver plus tard dans le tournoi. Donc, on demande aux phénoménaux pourquoi il a eu si peu d'occasions et Ronaldo attaque sans le nommer Rivaldo. C'est inquiétant que le ballon n'arrive pas plus vite. J'ai l'habitude de jouer dans un sens à l'Inter. En équipe nationale, ce doit être la même chose. Ils doivent jouer un peu plus vite. Dès lors, les regards se tournent immédiatement vers Rivaldo et les télés qui couvrent la Seleção affichent une statistique. Lors du match contre la Norvège, l'attaquant de l'Inter n'a reçu que 3 passes de Rivaldo. Une statistique qui parle d'elle-même. Réponse de Rivaldo. Je ne peux pas passer le ballon à Ronaldo s'il est marqué par 3 défenseurs. Mouais. J'ai bien regardé le match, jamais il s'est retrouvé avec 3 joueurs sur lui. Il était bien pris, certes, mais il y avait des opportunités de lui faire la passe. Nous devons tous faire des sacrifices. Zagallo m'a d'abord donné la liberté de bouger au milieu de terrain contre la Norvège. C'est vrai que j'ai pas été très performant, mais c'est ce dont l'équipe avait besoin. Outre Rivaldo, c'est surtout Ronaldo et Dunga qui vont être ciblés par la presse. Le premier étant accusé de ne pas être au niveau de la star mondiale qu'il est, et le second d'avoir été absent sur le terrain contre la Norvège. Des journaux disent même « Le Brésil a besoin du génie de Ronaldo et du caractère de Dunga. Sinon, cette Seleção ne fera rien du tout. » Mais que pense Zagallo de la déclaration de Ronaldo et du match des Brésiliens? Ronaldo ne peut pas attendre que les ballons viennent à lui. Il doit bouger davantage. C'est cash. Rien à voir avec le politiquement correct utilisé aujourd'hui pour ne pas vexer les égos des stars. Et concernant le match, qu'en pense Zagallo? Les Norvégiens n'ont rien fait en première mi-temps et se sont contentés de pomper le ballon. C'est une défaite dont il faut tirer les leçons. Il n'a pas totalement tort, mais sa déclaration fait mauvais joueur. Et surtout, les Norvégiens ont été plus dangereux que les Brésiliens sur l'ensemble du match. Et ça veut dire que son équipe n'a pas été dangereuse. D'ailleurs, la presse, après le match, a retourné sa veste. Ils étaient très contents de l'équipe offensive alignée par Zagallo d'entrée, avec des titres du genre « L'équipe qui répond le mieux à l'esprit du football brésilien »,« Une équipe excitante », etc., etc. Et ensuite, ils ont pointé cette équipe du doigt après le match, disant qu'elle était trop offensive et qu'elle n'a pas joué du tout. Donc, la presse demande une équipe, elle l'a, mais finalement elle y tire dessus. Ronaldo tire sur ses milieux, Rivaldo et Zagallo tirent sur Ronaldo, et une histoire s'ajoute à ça, Roberto Carlos a fait courir le bruit dans le groupe qu'il pense que Rivaldo le boycotte parce qu'il ne lui fait jamais de passe. Après le tout beau tout rose de l'après-Maroc, tout a volé en éclats. Dans le groupe, la performance de Rivaldo, qu'il considère trop individualiste, fait grincer des dents. Franchement, après avoir revu le match, je trouve ça quand même plutôt injuste. Il a joué comme dans les autres matchs, et il avait moins de liberté vu le positionnement de Denilson et Bebeto. Tous les clans, si je peux user ce mot pour me faire comprendre, se reprochent des choses, et ça donne l'impression que l'équipe du Brésil est peu unie. Il faut donc réunifier et préparer le groupe qui doit affronter le Chili de Salah César Morano, le coéquipier de Ronaldo, en 8e de finale. Zagallo a du travail, il a une grosse part de responsabilité dans la défaite face à la Norvège, parce qu'il a mis l'équipe en difficulté avec sa compo, et en plus il a fait aucun changement, exactement comme lors de la défaite en match amical. Ni tactique, ni de joueurs. Et il doit ressouder un groupe qui implose pour éviter l'élimination en 8e de finale, et une honte éternelle dans un pays qui n'oublie pas. Ronaldo n'est pas encore il phénoménal. À l'époque, c'est la plus grosse pépite du football mondial pour les recruteurs et les clubs. Tout le monde du scouting le connaît, mais le grand public, lui, ne connaît absolument pas Ronaldo. Aujourd'hui, grâce à Internet, on sait qui sont les pépites de demain, mais à l'époque, c'est un tout petit microcosme qui a accès à ces informations. Mais le monde va bientôt découvrir celui qu'on appelle à l'époque Ronaldinho.